Serge Klasfeld. Nous sommes extrêmement heureux et très honorés de vous recevoir ici dans le cadre de ce programme sur l'histoire et les enjeux mémoriels d'Islandi liés à la Shoah en France et que nous développons avec le Mémorial de la Shoah, l'Université Paris 8, l'Association Anadolu Culture et l'Institut français en Turquie. Nous sommes à la veille des commémorations de 2015. En Turquie, des associations, des universitaires développent des actions mémorielles. En travaillant sur ce qui fut l'itinéraire mémorial de la France, nous n'avons pas pour ambition de proposer un modèle, mais plutôt d'accompagner cet essor de la nouvelle sensibilité mémorielle en Turquie. Consacré à faire juger les criminels nazis, Serge Klasfeld, votre expérience, votre existence même, semble guidée par cette conviction, l'importance de faire justice devant la loi, devant des cours indépendantes et qui n'obéissent qu'au droit. Je crois que rappeler cela en ce moment en Turquie est tout à fait opportun. Je suis profondément heureuse de cette occasion qui permet au public d'Istanbul de faire votre connaissance avec quelqu'un qu'on pourrait qualifier, si je ne craignais l'emphase, de héros. Non, Les années 60 vous ont vu déployer énergiquement vos activités de chasseur de nazis, je crois que c'est comme ça qu'on dit, avec votre épouse Beate, qui est une de mes héroïnes. Vous avez mis en scène des actes symboliques forts, pensés pour frapper les esprits, comme cette gifle administrée publiquement au chancelier ouest-allemand Kissinger, qui avait été membre du parti nazi. Vous avez amené Klaus Barbie devant les tribunaux. Vous avez joué un rôle fondamental dans le procès Papon. Tout cela n'a pas été sans encombre. Vous avez affronté la police allemande, la police syrienne, en tentant d'obtenir l'extradition de Alois Brunner, ex-officier SS et membre du parti nazi. Vous avez failli être assassiné par le réseau Odessa, qui voulait entraver votre travail pour retrouver les criminels nazis. Plus près de nous, dans le temps, vous avez mené campagne contre Kurt Waldheim, officier de la Wehrmacht, durant la Seconde Guerre mondiale, avant de devenir président de l'Autriche. Vous avez fait campagne contre Radovan Karadzic et Ratko Mladic, poursuivis pour les massacres de Srebrenica. Je vais maintenant m'arrêter parce que raconter vos exploits, passerait la soirée et je préfère que vous les relatiez vous-même. J'ajouterai juste que votre métier d'avocat ne vous a pas empêché de faire œuvre d'historien de la Shoah bien entendu. Je n'énumérerai pas les titres de tous vos ouvrages, mais un seul, votre très impressionnant calendrier de la déportation, des déportations, qui consigne les noms de tous les déportés, les dates et lieux auxquels ils ont été arrêtés, ouvrage dans lequel chacun peut retrouver jusqu'au numéro des convois qui ont emporté leurs proches. Serge Klasfeld, je vous en prie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je veux vous dire aussi mon émotion de me retrouver à Istanbul exactement 60 ans après y être venu pour la première fois en autostop de France. Et je me rappelle que la Turquie est le premier pays riche que j'ai vu, puisque l'Europe occidentale était pauvre à l'époque. Et à Istanbul, j'ai vu des voitures américaines, j'ai vu la publicité. C'est le premier pays donc riche que j'ai vu après la guerre. Et de l'autre côté de la Méditerranée, 10 ans avant ma venue à Istanbul, de l'autre côté de la Méditerranée, à Nice, j'ai été un enfant de la Shoah, comme beaucoup d'Arméniens, comme beaucoup de... Eh bien, j'ai gardé le souvenir de cette tragédie parce que j'y ai été confronté directement. Mon père, à l'arrivée des Allemands à Nice, a construit un double fond dans un placard
Et ma mère, ma sœur et moi, nous sommes cachés là, et lui a ouvert la porte à la Gestapo pour essayer de sauver sa famille, et il a réussi à nous sauver. Donc, comme il s'est sacrifié pour nous, et comme je l'aimais beaucoup, ben, j'ai gardé un lien avec la Shoah, ce qui fait que le mémorial de la Shoah qui est à Paris, et dont Jacques Fred est le remarquable président, eh bien, ce mémorial, j'ai vu poser la première pierre, et j'ai vu son inauguration dans les années 1950, en 1956. Quelques années après, en 1960, j'ai rencontré une jeune Allemande qui n'était pas juive et dont le père était dans l'armée allemande. Et je l'ai épousée parce que je l'aimais, que bon, ça me paraissait normal. Et ma mère, qui avait connu l'Allemagne des années 1920, n'a pas fait obstacle du tout. Elle a jugé, elle avait l'habitude de juger les gens sur leur personnalité et pas de les juger sur l'étiquette qu'ils portaient. Et je crois qu'elle a eu parfaitement raison. Et donc, nous avons commencé une vie normale, tout à fait, exclue complètement de la politique. Ni ma femme ni moi ne faisions de la politique. Mais moi, j'étais attaché à la Shoah. On n'appelait pas la Shoah à l'époque. Il n'y avait pas de nom, d'ailleurs, pour cette tragédie immense. Mais j'étais attaché à la Shoah, j'étais attaché également à Israël, où j'étais allé travailler au kibbutz. C'était les deux axes de ma vie, de ma mémoire et de mon attachement, mon engagement. Mon épouse, elle, était allemande, profondément allemande, parce qu'elle était née à Berlin, et elle a connu le Berlin de la guerre, mais le Berlin de l'après-guerre aussi, c'est-à-dire un Berlin où elle allait entre l'Est et l'Ouest. À l'époque, il n'y avait pas de mur. Le mur, il a été construit en 1961. Et donc, ma femme a eu toujours le sentiment de l'unité allemande. Et quand elle est venue en France, elle a rencontré une image très négative de l'Allemagne dans la population française. Donc elle a décidé de faire quelque chose dans ce sens-là, et en 1963, le général de Gaulle et le chancelier allemand Adenauer ont signé un traité d'amitié, de réconciliation, et ils ont créé un office franco-allemand pour la jeunesse. Et mon épouse a demandé à faire partie de cet office. Elle a été acceptée, elle est devenue secrétaire à cet office, simplement secrétaire. Et 2 ans après, le nouveau chancelier allemand, en 1966, à la fin de l'année 66, le nouveau chancelier allemand, Kurt Georg Kiesinger, qui succédait au chancelier Adenauer et au chancelier Erhard, avait un passé nazi qui n'a pas empêché le Parlement allemand de l'élire chancelier de la République fédérale allemande de l'Allemagne de l'Ouest. Mon épouse a écrit quelques articles contre cette nomination. Elle était inspirée par l'exemple de Hans et Sophie Scholl, qui étaient des étudiants catholiques qui avaient donné leur vie en distribuant des tracts pour dire que la mauvaise direction prise par l'Allemagne hitlérienne, les massacres commis, et ils avaient demandé aux Allemands de l'avenir de ne pas oublier et de ne pas accepter des anciens nazis à la tête de l'Allemagne. Et donc mon épouse a suivi ce conseil. Eux, malheureusement, ont été guillotinés, mais elle a suivi ce conseil, et donc elle a écrit des articles et elle a été révoquée de son travail. Et moi, je me suis retrouvé avec une épouse qui était française par mariage,
allemande par nationalité également, mais qui était mise à la porte de son emploi à Paris. Et donc, nous avons décidé de mener campagne. Et nous étions deux. Alors, comment faire pour mener campagne? Mener campagne pas pour l'honneur, parce que ça ne nous a pas... Ça n'a pas été notre but de mener campagne pour l'honneur. Notre but a été effectivement de faire en sorte que le chancelier disparaisse de la scène politique allemande et qu'il y ait une épuration en Allemagne des anciens nazis dans la politique allemande. Alors, quand on est deux, on a pensé qu'il était absolument indispensable de constituer un dossier. Ça a toujours été dans toutes nos actions un must, une obligation. On ne peut pas accuser les gens historiquement ou personnellement, sans avoir constitué un dossier, sans être absolument sûr de la culpabilité de celui qu'on a. Alors le dossier, on l'a constitué d'abord au Centre de documentation juive contemporaine, qui était l'ancêtre du mémorial de la Shoah, au même endroit d'ailleurs, et nous avons donc rassemblé des documents, nous sommes allés en Allemagne de l'Est, aux États-Unis, et nous avons constitué un dossier qui était solide, parce qu'à l'époque, nous attaquions quelqu'un qui avait été directeur adjoint de la politique radiophonique hitlérienne vers l'étranger. Et à cette époque, moi j'étais chargé de mission à la direction de la radiodiffusion à Paris, et je connaissais les structures de la radiodiffusion, et donc j'ai constitué un dossier qui était solide, et Beate, mon épouse, a commencé rationnellement, raisonnablement, à promener son dossier dans les universités allemandes, dans la société civile allemande, en disant voilà, je vous projette les documents que Kiesinger a signés, comment il traçait les lignes directrices de la propagande allemande pendant la guerre, etc. Mais ça n'a pas entraîné de conséquences positives, c'est-à-dire les gens ne se sont pas mobilisés. Alors, comme on l'a rappelé tout à l'heure, il a fallu trouver des actes symboliques. Le premier acte a été au Parlement allemand, quand le chancelier était en train de s'exprimer, eh bien, Beate, qui était parmi les spectateurs, a surgi, a crié Nazi Kiesinger, démission. Et elle a vu que le chancelier était ébranlé, qu'il avait du mal à reprendre la parole. C'était la première fois que le passé lui revenait en face. Et nous en avons conclu qu'il fallait trouver d'autres actes symboliques. Et dans une très grande réunion, on était en 1968, une grande réunion à Berlin, avec des gens comme Günter Grass, d'autres personnalités allemandes, Beate a promis qu'elle giflerait le chancelier. Et au Congrès chrétien-démocrate, au mois de novembre 1968, elle a réussi à franchir tous les obstacles de sécurité. Les gardes du corps ont tiré leur revolver pour la battre, mais il y avait trop de monde, ils ne pouvaient pas tirer, ils auraient tué des hommes politiques peut-être, et donc elle a réussi à le gifler très violemment, et ça a été très symbolique parce qu'il a mis la main sur son visage, et qu'il a été photographié, il avait un œil au beurre noir, donc la photo était très symbolique de l'homme qui se cache derrière sa main, et également, c'était ce que nous avions prévu, la gifle que la fille donne à son père, qui a donné, lui, pendant la guerre, son intelligence à un régime qui était un régime criminel. Et la gifle, tout le monde s'en souvient, de la génération
de théâtre, des gens plus âgés encore, et des jeunes, même aujourd'hui, se souviennent de cette gifle. C'est la gifle de la fille à son père. Et c'est très très fort. Donc voilà, quand on est faible, on a pu trouver, en plus engageant, parce que Béat a risqué sa vie, mais voilà une action qui a été suivie d'autres actions, parce que partout où allaient les chanceliers, Béat était là pour mobiliser. Mais la gifle a mobilisé la jeunesse allemande qui était politiquement, je dirais, à gauche. Cette jeunesse, partout, levait le bras, criait Kissinger nazi, démission, etc. Et il a perdu les élections à très peu de voix. Il les a gagnées en fait. Mais Béat faisait aussi campagne avec les jeunes qui étaient autour d'elle contre les néo-nazis. Et au Parlement allemand, il faut 5% des voix pour entrer au Parlement. Et les néo-nazis, comme ils ont été extrêmement brutaux, ils ont frappé les jeunes qui venaient manifester contre eux, eh bien, leur niveau dans l'opinion publique a baissé légèrement. Au lieu d'avoir 5%, on s'attendait à 7%, ils ont eu 4,7% des voix. Et Willy Brandt, qui n'avait que 42% des voix, est devenu chancelier en faisant alliance avec le Parti libéral. Or nous, quand nous étions à la Sorbonne en mois de mai 1968, eh bien Béat faisait campagne en disant « Venez avec moi en Allemagne, venez manifester, parce que ce n'est pas en France que le destin de l'Europe se joue, il se joue en Allemagne, où Willy Brandt, s'il est élu, reconnaîtra les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, et ce sera un progrès immense pour la paix, et ce sera un grand progrès si les sociaux-démocrates viennent au pouvoir en Allemagne. » Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, les sociaux-démocrates sont venus au pouvoir. Les sociaux-démocrates ont transformé l'esprit civique en Allemagne. Willy Brandt a reconnu les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est affilié au ghetto de Varsovie. Et tout cela n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu une mobilisation contre l'Allemagne représentée par Kissinger. Donc nous avons vu qu'on pouvait, comme simple citoyen, à condition de trouver les actes nécessaires, à condition d'avoir un dossier sérieux, eh bien, on pouvait faire avancer une cause, et une cause qui était une cause immense. Nous savions que plus jamais on aurait une cause aussi importante que celle-là. Et on pensait d'ailleurs qu'on va terminer notre intrusion dans la vie, je dirais, politique, mais il s'est trouvé que nous avons entamé une deuxième campagne un an après, qui a été celle de faire juger les criminels nazis qui avaient déporté les Juifs de France. Et ces criminels nazis qui avaient déporté les Juifs de France, c'était des gens à la tête de l'appareil policier nazi, ce n'étaient pas des petits gardiens de flics ou des petits SS, c'était des gens extrêmement importants. Il y avait notamment Petitska qui avait, avant Eichmann, dirigé le service anti-juif de la Gestapo à Berlin, et qui avait Herbert Hagen, qui avait dirigé le service anti-juif du SD, et qui avait formé Eichmann et toute l'équipe de la solution finale qui a massacré les Juifs à travers l'Europe occidentale et centrale. Et donc, nous avons décidé d'agir parce que ces criminels ne pouvaient pas être extradés d'Allemagne vers la France. L'Allemagne serait obligée à les extrader, ils étaient allemands. Et l'Allemagne ne pouvait pas les juger parce qu'aux accords de Paris en 1954, la France avait interdit
à l'Allemagne fédérale d'être compétente pour les affaires qui n'étaient pas classées en France. Et comme depuis 1954, les grands criminels comme Hagen, comme Liska, comme Barbier avaient été condamnés par contumace, in absentia, eh bien, les Allemands ont dit, lorsque les Français ont réclamé le jugement de ces criminels, l'Allemagne a dit les affaires de contumace, les affaires in absentia sont des affaires non classées. Vous nous avez interdit de juger ces affaires, nous ne pouvons donc pas juger ces prétendus criminels. La France a demandé et a signé une convention avec nous pour que vous puissiez retrouver votre souveraineté sur ces Allemands. Et l'Allemagne a mis 17 ans jusqu'à ce que Willy Brandt vienne. Et quand Willy Brandt est venu, il a signé avec la France une convention, mais le parti libéral qui était associé à Willy Brandt a refusé de ratifier, et comme les chrétiens démocrates qui Juncker ne voulaient pas ratifier aussi, la majorité au Parlement était hostile à la ratification. Et donc nous avons décidé, Beat et moi, nous étions toujours seuls à l'époque, nous étions seuls, nous avons décidé d'obliger le Parlement allemand à ratifier la Convention judiciaire franco-allemande et la justice allemande ensuite a appliqué cette convention. Alors comment faire? Dans la foulée de ce que nous avions entrepris déjà, dans la première étape, nous avons décidé d'enlever le Kurtlichka, qui était le numéro 1 de ces criminels, de l'enlever. C'était pas... Pour nous, nous étions gagnants sûrement. Parce que quand vous faites un acte comme celui-là, vous le faites en sachant que vous assumez toutes les responsabilités. Donc on savait que si on réussissait, on l'amenait devant le ministère de l'Intérieur à Paris, et puis on le laissait là, et au ministère de l'Intérieur, la police l'arrêtait, parce qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui en France depuis 1945. Et si on ne réussissait pas, Beat ira en Allemagne avec le dossier et elle serait arrêtée. Et nous aurions une situation où le criminel qui a commis un très grand crime est libre et ceux qui s'attaquent à ces criminels vont en prison. Et c'est une situation obligatoirement mobile. Alors nous n'avons pas réussi parce que Giscard est très grand et un petit peu comme Bruno Roger, et très grand et lourd, et c'était très difficile, on n'avait pas d'expérience. On avait trouvé 3 amis qui sont venus avec nous et qui avaient 24 heures pour nous aider. Et effectivement, on est revenu, Beat a assumé, elle est partie en Allemagne avec le dossier de Kurtlichka, et le procureur était placé devant un problème qui était insoluble. S'il n'arrêtait pas, ça veut dire qu'on peut briser la légalité en Allemagne sans être libre, et s'il l'arrêtait, il allait en prison tout de suite. Les associations de résistance, de déportés, allaient protester en France, et c'est ce qui s'est passé. Beat a passé 3 semaines en prison avant d'être libéré, et on est passé à des actions répétitives. On était des symboles. On a travaillé dans une société qui avait une grande façade et on a fait Camekan bir canlı bir cephe vardı. Biz bunu Almanya'nın yasaları sembosu haline getirdik. Gençler komandosunu oraya yolladık. Onlar bu cam cepheyi kırdılar. Bir hafta sonra tamir edildi. İkinci bir komando hemen geldi ve yeniden bu cam mekanın bu cepheyi kırdı. Adalet bu sefer göstericileri
tutukladı ve onların arasında olanlar artık gençler değil, eski sürgünde olanlardı. Auschwitz'te sürgünde olanları cezaevinde tutmak nasıl mümkündür? Aralarında papam bile vardı. Dolayısıyla Alman hukuku onları özgürlüğüne kavuşturdu ve dedi ki şu tarihte çok büyük bir dava açılacak. Ve dava günü 3. bir komando geldi ve tekrar uca mekanı yıktı. Tabii bütün gösterileri yazılıyor. Gösterileri tekrarlanıp çoğalttık ve etrafımızda Fransa'daki sürgünde olanların çocukları vardı. O zaman bizim yaşımızdaydılar. 40 yıl geçti herhalde. Yani 40 yaşındaydılar aşağı yukarı. Çocukları vardı, ufak çocukları. Onları eğitimi gösterilerdi. Fakat aynı zamanda bir dava perspektifi içinde bir listing yapmaya karar verdik. Tüm mağdurların listesi aşağı yukarı 80 bin vardı. Shoah mağduru Fransa'da. Ve çok büyük sayıda çocuk olduğu için 11 binden fazla çocuk sürgün edilmişti. Bu çok heyecan veren bir çalışmaydı ve canlı bir çalışmaydı bir yerde. Çünkü bu hayaletler isimleriyle, doğum tarihleriyle, doğum yerleriyle tekrar yaşatılıyordu. Tabii ki bu bizim birliğimize bir ruh verdi aynı zamanda. Hem hareket hem de bellek. Yani bu adalet, hukuk gayreti bizi tarih ve bellek üzerinde çalışmaya sevk etti. Ve Nazi suçlularının dosyaları, ben tarihçiyim. Bu dosyaları gerçekten çok güzel bir şekilde işledim. Ve yavaşça Memorial de la Shoah'da çalıştım ve yavaşça ben nihai çözüm üzerinde çalıştım Fransa'da. Bu nihai çözüm tarihi hiçbir zaman yazılmamıştı. Yazılabilirdi. Fakat o kadar gerekli gözükmüyordu. Başka konular vardı. Malların iade edilmesi gibi. Bunlar daha önemli gözüküyordu. Belki savaştan hemen sonra. Fakat bunlar yapılmadı. Ve ben her belgeye baktım. Vaktim vardı. Çünkü zaman gerekir bu tür işlere. Bağlı olmak lazım. İşimi bıraktım fakat gerçekten bu işi canla başla yapmak gerekir. Etkili olabilmek için ve etkili olmak için bu zamanı çok iyi de bilmek gerekir. Bütün bu belgeleri topladım. 500 sayfalık 12 kitap haline getirdim. Fakat bu dosya bütün Nazi suçlularının dosyasıydı. Ve bu dosyalar olmasaydı herhalde ben Almanları ikna edemezdim. Bu Nazi suçlarının yargılanmasının şart olduğu ile ilgili ve bu Köln davasının bu belgeleri yolladık. Elle a manifesté plus tard dans l'Argentine, en Uruguay contre les colonels, contre la répression. Elle a manifesté aussi au Chili contre le président Pinochet. À Asunción, au Paraguay, contre le président Foster. Tous des dictateurs. Donc, on a eu aussi, disons, l'habitude d'aller dans des pays qui étaient pas du tout démocratiques, mais on a eu des attentats à Paris, à la bombe, au colis piégé. Donc, partout il y a du danger à partir du moment où on s'engage. Et en même temps, le danger, la haine que l'on suscite, eh bien, c'est une preuve qu'on est efficace. Alors, ce sont les risques de l'engagement. Et on a accepté ces risques et heureusement, on s'en est toujours sorti. Alors, en 1975, Beate est allée encore une fois en prison, c'était en 1974, elle est allée en prison, elle est allée se faire arrêter à Dachau, dans le camp de Dachau, le jour de Yom HaShoah, ce qui a mobilisé Israël. Elle a été libérée, elle a eu un grand procès, elle a été condamnée
et cela a déclenché beaucoup de manifestations et finalement le chancelier Schmitt a cédé et a décidé que la ratification aurait lieu et la ratification a eu lieu à l'unanimité des 3 partis qui étaient représentés au Parlement. Et il nous a fallu ensuite 4 ans de manifestations pour obtenir que la justice allemande applique cette loi qui portait d'ailleurs notre nom, qui s'appelait Lex Klarsfeld. Et ensuite, pendant le procès, eh bien, le procès s'est passé sous notre contrôle. C'est-à-dire qu'on a fait venir de France des milliers de juifs, y compris le directeur du mémorial de la joie, qui était un jeune homme à l'époque. Eh bien, on a fait venir des milliers de juifs qui ont assisté à ce procès, qui avait un grand rôle pédagogique pour ces jeunes. Et le verdict a été celui qu'on attendait, c'est-à-dire que le président, nous avons obtenu aussi un jury, en Allemagne c'est 5 personnes, 3 magistrats professionnels et 2 magistrats et 2 jurys populaires, et bien ils étaient tous jeunes, c'est-à-dire ils avaient 40 ans aussi. Et le jury les a condamnés et le jury les a emprisonnés. C'était un procès qui a été vraiment exemplaire. Il s'est passé sous le contrôle non seulement notre contrôle, mais également sous le contrôle des documents. Et là aussi, les documents ont joué un grand rôle. Nous avons les documents authentiques venant soit du mémorial de la Shoah, soit du ministère des Armées, de la justice militaire qui nous les a prêtés chaque fois qu'il fallait présenter des documents authentiques. Donc on a mené à bien cette campagne tout en ayant dans notre tête, quand je dis dans notre, c'est dans la tête des fils et filles des déportés, nous avions déjà une 3e campagne à mener. En 1975, nous nous sommes rendus compte que les manuels scolaires de l'enseignement secondaire ne disaient pas la vérité sur ce qui s'était passé en France pendant la guerre avec les Juifs et cachaient le rôle de Vichy. Ceux qui écrivaient ces manuels d'histoire étaient des agrégés d'histoire, et malgré le fait qu'ils étaient agrégés d'histoire, eh bien, ils manipulaient les phrases qui concernaient le sort des Juifs pendant la guerre pour faire croire que c'était les Allemands qui avaient arrêté les Juifs et pour cacher le fait que plus de 10 000 enfants juifs ont été déportés, pour cacher le rôle de Vichy et donc celui de la France de Vichy pendant cette période. Donc, nous avons décidé que dès que nous aurions fait juger les criminels qui étaient les véritables coupables, c'est-à-dire les Allemands, eh bien nous ferions juger les complices français, de façon à avoir des grandes affaires qui modifient, qui changent la mémoire de Vichy et d'obliger les livres d'histoire des élèves du secondaire à écrire la vérité et puis d'enseigner tout simplement l'histoire de Vichy et l'histoire du sort des Juifs en France pendant la guerre, de l'enseigner à tout le peuple français. Alors, on l'a fait cette fois en changeant de stratégie. Ce n'était pas une stratégie agressive cette fois, c'était une stratégie de choisir des hommes qui représentaient les organes et les institutions qui avaient persécuté les Juifs pendant la guerre, d'obtenir leur justice. Nous avons pris 4 personnes. Bousquet, qui était le chef de la police, qui faisait partie du Conseil des ministres, donc il représentait le gouvernement et la police. Son adjoint en zone, son délégué en zone occupée, Jean Leguet, qui représentait l'administration préfectorale au niveau national, elle dirigeait tous les préfets de la zone occupée en France, et qui représentait aussi donc, la police, puisqu'il avait autorité sur la police.
instructions occupées. Maurice Papon, qui lui représentait l'administration préfectorale au niveau régional, et Paul Touvier, qui représentait la milice de Vichy, la police politique de Vichy dans les années 43 et 44. Et c'était des personnages qui permettaient d'avoir de véritables grandes affaires, parce que Bousquet était directeur général adjoint de la banque d'Indo-Suez, c'était faisant partie du 30 conseil d'administration. Jean Leguet était parti prudemment en Amérique, n'avait jamais été inculpé, et il était devenu président d'une très grande firme de produits pharmaceutiques en Amérique, et ensuite, avant de prendre sa retraite en France, il avait dirigé des très grands laboratoires en France. Maurice Papon était ministre du budget en 1981, au moment où l'affaire a éclaté. Et Paul Touvier était quelqu'un qui essayait de fuir la police, qui représentait la milice, mais ce n'était pas un personnage important, mais il a été le symbole donc de la milice. Il avait en particulier participé à l'assassinat du président de la Ligue des droits de l'homme en France. Alors, avec ces 4 affaires, elles ont duré de 1978 à 2002 ou 2003, ce qui montre qu'il faut être très patient. Et nous étions patients d'ailleurs, on savait, on avait l'expérience avec l'Allemagne. En Allemagne, ça nous a pris 9 ans, et en France, ça nous a pris une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, et chacune de ces affaires a connu beaucoup de péripéties judiciaires, et même des péripéties, je dirais, dramatiques, puisque René Bousquet a été assassiné avant d'être jugé. Et chacune de ces affaires a apporté au peuple français, à la population française, une masse considérable d'informations historiques qui a permis de faire monter progressivement le niveau de connaissance et le niveau de conscience également de ce qu'avaient été les rapports entre Vichy et les Juifs en France. Et grâce au fait qu'un homme politique, Jacques Chirac, était particulièrement intéressé au sort des Juifs, il était maire de Paris, il a été Premier ministre, et quand il est devenu président de la République, il est devenu président de la République à la suite de François Mitterrand, qui lui voulait empêcher les jugements de crimes contre l'humanité, non pas ceux des Allemands. Il nous a beaucoup aidé dans l'affaire Barbie, par exemple, il nous a beaucoup aidé. Et Barbie a été jugé par la cour d'assises, mais quand il s'est agi de juger René Bousquet, qui était un de ses amis, eh bien là, il a été très réticent, et il a fait son possible pour que ni Bousquet ni Papon ne soient jugés. Alors on a eu de grandes polémiques avec lui, et finalement on a eu à notre aide les magistrats de la Cour de cassation en particulier, mais d'autres magistrats également, qui ont considéré que si Barbie avait été jugé par la Cour d'assises, eh bien Bousquet devait être jugé par la Cour d'assises, Papon devait être jugé par la Cour d'assises, et nous sommes arrivés jusqu'à la Cour d'assises. Bousquet a été éliminé avant, il a été assassiné, mais Papon, ancien ministre, ancien chef pendant 10 ans de la police du général de Gaulle, non seulement on nous avait dit qu'il ne sera jamais inculpé, il ne sera jamais jugé, il ne sera jamais condamné, il n'ira jamais en prison. Or il a été inculpé, il a été jugé, il a été condamné, il est allé en prison. Et Jacques Chirac, qui était intéressé par le sort des Juifs en France, qui a financé la première grande exposition à Madman, le temps des rafles, qui a eu lieu à l'hôtel de ville et qui a été préparé par nous avec le matériel du mémorial de la Shoah, eh bien,
Jacques Chirac, dès qu'il est devenu président de la République, a prononcé un discours au Vélodrome d'Hiver, là où a eu lieu la plus grande rafle à Paris, 13 000 en France, 13 000 personnes arrêtées, dont 4 000 enfants. Eh bien, Jacques Chirac a rompu avec le général de Gaulle, a rompu avec Mitterrand, et il a dit, ce jour-là, la France accomplissait l'irréparable. Il a dit la France, il n'a pas dit l'État français, il n'a pas dit Vichy, il a dit la France. Et il en a tiré les conséquences. Les conséquences ont été de réparer ce qui pouvait être réparé, de créer une commission d'indemnisation des victimes, des spoliations antisémites, qui a déjà versé plus de 500 millions d'euros aux gens qui ont été spoliés, et puis de donner une pension aux orphelins qui ont perdu leurs parents, et également de créer une fondation pour la mémoire de la Shoah, qui dispose d'un capital de 400 millions d'euros, et qui finance des projets de culture, de solidarité, de mémoire, d'histoire, donc une puissante fondation. Voilà donc les résultats un petit peu de ces campagnes. Mais là aussi, on a fait campagne avec un dossier, la campagne pour se faire savoir ce qu'était Vichy. Eh bien, j'ai écrit des livres. Tout à l'heure, on a cité le calendrier. En fait, la véritable grande thèse que j'ai produite, c'est Vichy-Auschwitz, le rôle de Vichy dans la solution finale de la question juive, qui est l'histoire de la solution finale, et qui explique chaque moment de cette solution finale en France, et qui est un ouvrage de référence. Donc moi, je considère que mon travail d'historien a été ce qu'il y a de plus, enfin, ce qui restera de moi en tout cas, parce que quand je vais au mémorial de la Shoah, eh bien, il y a toujours le calendrier de la persécution des Juifs, le mémorial de la Shoah, Vichy-Auschwitz. Ces ouvrages sont... Tout le monde en a besoin, et ce sont eux qui ont enseigné véritablement l'histoire de la Shoah en France aux Français. Donc, ce que je peux conseiller à ceux qui veulent mener une campagne pour faire connaître une vérité, faire accepter par une société qui est réticente. Et nous, on a toujours dit, l'Allemagne doit faire des actes qui sont justes, mais on sait que ces actes sont difficiles. On les a aidés un peu en faisant pression, en faisant beaucoup pression, mais en France également. Mais, comment dire, il faut d'abord, pour faire pression, il faut d'abord constituer des dossiers. Alors, dans une question qui m'est chère, l'Arménie, parce que je dois dire que je considère que si la répression des crimes, le mieux aurait été d'empêcher les crimes, mais la répression des crimes commis aurait certainement empêché la Shoah d'avoir lieu. À mon avis, c'est mon intime conviction, on ne peut pas le prouver, mais je pense que l'impunité des auteurs du génocide arménien a entraîné Hitler à savoir que l'impunité était la règle pour ceux qui commettaient des crimes de cette ampleur. Et aujourd'hui, il y a une justice pénale internationale, mais il y a un État qui est réticent à admettre sa responsabilité. Bon, 100 ans ont passé, donc à mon avis, il faudrait obtenir peut-être de l'Union européenne un processus de documentation de ce qui s'est passé il y a 100 ans en Arménie. Et il faudrait que des deux côtés, on puisse apporter toute la documentation possible
et qu'une commission d'historiens où il n'y aurait ni Turcs, ni Arméniens, ni partisans de l'un, ni partisans de l'autre, recueille, rassemble tous ces documents, les publie, et que, au terme d'une longue étude où les citoyens, aussi bien que les scientifiques ou même une commission, pourront en tirer des conclusions. Moi, je crois qu'il faut un dossier, nous sommes en présence pour forcer les choses, il faut que la vérité apparaisse. Pour que la vérité apparaisse, eh bien, il faut ce travail historique. Alors souvent, le travail historique a été fait par des partisans donc d'un côté ou de l'autre, et ça n'est pas satisfaisant. Donc il faut un travail objectif, scientifique, rigoureux, rassemblant toute la documentation qui a pu être produite au cours de ce siècle écoulé. Alors, il faudrait commencer par cela, et pour amener, eh bien, il faut trouver, pour amener, disons, cette vérité dans la société et dans les élites politiques, il faut trouver, chacun doit trouver les formes d'action qui conviennent. Nous avons trouvé dans nos sociétés, nous avons trouvé nos formes d'action. Ici, c'est peut-être plus difficile. Je ne peux pas donner trop de conseils parce que je ne vis pas dans cette société et je ne la connais pas. Mais en tout cas, de mon expérience, vous pouvez peut-être tirer quelques conclusions et même si les situations sont très différentes en Allemagne, en France et en Turquie. Mais en tout cas, ce qui me paraît important, c'est véritablement qu'un dossier très convaincant, très bien documenté par des personnes qui ne sont pas parties au problème, puisse être présenté à l'opinion publique et aux dirigeants. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.